Merci beaucoup, Marcel. Donc, tu as commencé, et le point de départ et peut-être le fil rouge, c'était la question de la technologie que tu associais au facteur humain et qui me semble être en même temps la question de 2001, n'est-ce pas? C'est le film, je dirais, presque le plus existentiel de Kubrick, qui est presque, il y a un côté presque évolutionniste dans ce film et qui parle justement de à quel moment la technologie, elle rend l'humain humain à travers la violence. Parce que la violence, c'est une autre question qui revient dans tous les films de Kubrick. Tu as parlé aussi des dispositifs, n'est-ce pas? Comme par exemple de la guerre versus Coca-Cola, ou du rêve versus la réalité qui nous mène dans Eyes Wide Shut. Bon, là, j'aurais presque envie d'entrer dans les détails de Eyes Wide Shut, mais je laisserai ça pour la discussion. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque film parce que sinon on ne s'en sort pas. Je reste encore un peu dans la généralité. L'autre question, c'était l'importance du public. Ça veut dire, à partir de cette question du médium égal au message, on le voit très, très clairement, cette histoire de la caméra et de l'œil, comment la caméra, Kubrick est fasciné par la caméra. On voit dans tous les commentaires de Kubrick, on voit Kubrick derrière la caméra et il est par terre, il est là-haut, il est à droite, à côté, toujours derrière la caméra, en train de filmer quoi? Des yeux, n'est-ce pas? Que ça soit dans Eyes Wide Shut, d'ailleurs c'est presque l'affiche de Eyes Wide Shut, le regard comme ça. Dans Lolita aussi, il est en train de faire l'amour, en train de regarder une photo. Le regard, ça veut dire le regard confondu avec l'œil, c'est une autre chose récurrente où il y a ce mélange du médium et du message. Puis, évidemment, tu as parlé de la musique aussi comme temporalisation, ce qui est très intéressant, même si le film en soi, il a aussi ce côté diachronique. Pour terminer sur la question de l'art comme inflammation, ça c'est vraiment, tu as mis de la poésie là, et puis Kubrick lui aussi il mettait de la poésie partout, n'est-ce pas? L'art comme inflammation et comme inflammation liée au collectif. Puisque je pense que Kubrick, il ne perdait pas de vue, c'est le cas de le dire, le collectif et surtout le public, puisque Kubrick c'était aussi un businessman. À certains moments, il n'a pas hésité à faire du commercial pour pouvoir s'en sortir lorsque Barry Lyndon n'a pas été un succès commercial comme il l'aurait escompté, même si tous ses films ont fait du bénéfice. En aucun moment, il était dans le rouge. Mais là, il voulait encore plus de bénéfices, alors il a fait un film de façon à appeler le public. Alors bon, j'arrête là. C'est pas ma place de faire les commentaires, c'est plutôt à Marc-Antoine Anti. Bon, on va faire un premier intermède musical. C'est la numéro 1 sur le CD. Premier extrait, c'est une réinterprétation électronique par Wendy Carlos des funérailles de la Reine Marie de Purcell, et c'est la musique du film Orange Mécanique, reconnu. Voilà, donc ma présentation, c'est très bien, ma présentation se complète. Moi, je me suis intéressé, en fait, elle sera en 3 chapitres. Je prends un peu la mode de Barry Lyndon avec tous ces chapitrages. Donc le premier chapitre de ma présentation sera le cinéma de Kubrick, est-ce un discours sur la liberté ou sur la destinée?
le deuxième chapitre, le cinéma de Kubrick, un discours critique et ironique sur l'homme. Et puis, dans la dernière partie, je me suis intéressé à en quoi une œuvre théâtrale ou cinématographique est-elle intéressante ou plaisante, et quelles en sont les raisons. Voilà un peu les chapitres. Alors je commencerai par une citation du critique de cinéma Gérard Legrand, dans un joli article qui résume pas mal de points importants de l'œuvre de Kubrick, donc tiré de l'Encyclopédie Universalis. Je le cite. « Esprit versatile et paradoxal, de tendance progressiste, mais hanté par le pessimisme quant à la bonté de la nature humaine, Stanley Kubrick a pratiqué un cinéma presque confidentiel avant de se retrouver hissé à la célébrité internationale avec 2001, l'Odyssée de l'espace. » Voilà. Dans ce premier chapitre, voilà, je me suis posé la question, voilà, les héros de Kubrick semblent être des héros au destin tragique, prédestinés au malheur, au drame. Est-ce que le sort s'acharnerait contre eux, ou bien souffrirait-il finalement d'une compulsion à répéter le malheur, d'une sorte de névrose de destinée, avec toute la question, je dirais, dans beaucoup de ces films, de l'agressivité qui semble être présentée comme inhérente à l'humain, qui semble être indomptable, ou domptée insuffisamment par la culture, ou même agressivité induite par la culture. C'est un peu la lecture que je faisais par rapport à Orange Mécanique. Il y a quand même ces questions-là qui sont posées, plus spécifiquement dans ce film. Voilà, donc l'humain se fait en quelque sorte l'instrument de son propre malheur. C'est un peu une question que je pose, et je vais vous citer quelques films, quelques extraits, quelques citations de ces films. Je vais commencer par un de ses tout premiers films, c'est son deuxième long métrage, Le baiser du tueur. C'est un magnifique film en noir et blanc, c'est en fait une histoire d'amour un peu dramatique, mais qui finit bien, entre un boxeur et une femme qui finalement travaille dans un dancing. Elle fait danser des gens, puis elle a un manager avec elle a un chef avec qui elle a des relations intimes. Et puis, c'est un petit peu leur histoire, c'est une sorte de polar. Alors, au tout début on se retrouve avec le héros, le boxeur, qui est en train d'attendre son train à New York, à la gare. Et puis, il se fait la réflexion suivante. Une sorte, selon moi, d'aveu de son impuissance, contrairement à ce qu'il en dit. C'est fou comme parfois on se met dans le pire pétrin et on n'arrive ni à réfléchir de façon sensée, ni à penser à quoi que ce soit d'autre. À tel point qu'on n'est plus bon à rien, ni à personne. Peut-être prend-on la vie trop au sérieux. C'est comme ça que ça a commencé pour moi, juste avant mon combat contre Rodriguez, il y a 3 jours. Et ensuite s'ensuit les événements de ces 3 derniers jours. En tout cas, la suite de ce film semble plutôt montrer une absence de prise sur les événements. Il y a en fait 2 événements majeurs dans ce film, à savoir ce boxeur a cette danseuse entraîneuse dans ce dancing comme voisine, et puis par un malheureux hasard, donc il doit se rendre à ce combat contre Rodriguez, contre lequel il va perdre, et manque de chance, son propre manager a du retard, donc finalement il doit se rendre à pied au combat. Donc finalement, il se retrouve dans les escaliers à sortir de l'immeuble avec cette belle femme, qui est attendue justement par son patron, qui est, à nouveau un thème très fort chez Kubrick, extrêmement jaloux, et assez paranoïaque. Alors il suspecte déjà quelque chose. Et là, il y a déjà une entrée dans le drame. Ensuite, il y a un autre passage, donc le patron de cette jeune femme va essayer de tuer le boxeur, et il va se tromper de personne dans le film, et toujours un hasard, un mauvais hasard, un retard, il faudrait voir le film, mais c'est finalement il va prendre le boxeur pour le manager du boxeur et tuer la mauvaise personne.
Voilà. Dans ce premier exemple, l'issue, comme je le disais, de ce film est plutôt heureuse. Finalement, les deux protagonistes vont finir sains et saufs. Le patron jaloux va être tué lors d'un combat avec le boxeur. Et puis finalement, les choses se finissent bien. C'est peut-être c'est le film de Kubrick où finalement l'issue est plutôt positive. Donc les deux se retrouvent, prennent le train ensemble, trouvent l'amour et un soutien mutuel. Deuxième exemple de cette question que je pose, voilà, est-ce un cinéma de Kubrick, est-ce un discours sur la liberté ou sur la destinée, c'est l'Ultime Radia, The Killing. Donc, là aussi, drame, donc c'est l'histoire d'un casse, d'un vol dans un champ de course qui est finement orchestré. Et puis au tout début du film, on voit un des bandits qui est avec sa compagne, il vient de sortir de prison et sa compagne est démunie, elle redoute qu'il ne retourne en prison. Et finalement, donc, il y a ce casse qui s'organise, qui est minutieusement orchestré, et à la fin, je vous épargne tous les détails du film, mais à la fin, finalement, rien ne marche. Ils font le casse, mais finalement, tous les protagonistes finissent tués. Et puis à la fin, le bandit dont je parlais part avec l'argent avec sa compagne, et finalement, il est démasqué par malchance. Il va prendre l'avion, et puis le sac d'argent est sur les bagages, et puis par manque de chance, le chien d'une des passagères s'échappe, et puis la valise qui se trouve sur une de ces petites camionnettes est renversée, et puis l'argent est dispersé au vent. Donc voilà, hasard malheureux, fin malheureuse, il finit en prison. Voilà. Autre exemple, je cite Barry Lyndon, donc, qui est l'histoire d'un personnage égocentrique dont l'enfance est caractérisée par une certaine précarité. Son père meurt en duel, et il est l'instrument de son propre malheur, bien qu'en début du film, et c'est là où je ne partage pas l'avis du narrateur, bien qu'en début du film, juste après, donc c'est un film toujours compliqué, c'est des films assez à rallonge, mais c'est une sorte de succession de péripéties, à savoir un jeune homme qui... Barry Lyndon est jeune homme, il est amoureux de sa cousine, et puis sa cousine lui offre son cœur, et puis finalement cette cousine tombe amoureuse d'un beau militaire, un beau capitaine, et puis Barry Lyndon est follement jaloux de cette personne, et puis il va provoquer en duel ce capitaine. Alors voilà ce que dit le narrateur au tout début du film. Combien différent aurait été le sort de Barry s'il ne s'était épris de Nora et s'il n'avait jeté son vin au visage du capitaine Queen. Mais il était voué à être vagabond. Le duel avec Queen le lança tout jeune dans ses pérégrinations, comme vous allez le voir. Un peu plus loin dans le film, donc finalement il y a toute une péripétie, il va être engagé comme militaire dans l'armée anglaise, ensuite il va déserter, ensuite il va être pris par les Prussiens, ça se passe en pleine guerre de 30 ans, et puis il est décoré, récompensé pour des exploits alors qu'il est à la solde des Prussiens. Donc, plus loin, le colonel prussien, qui le récompense pour sa bravoure au combat, lui dit ceci: « Vous êtes un brave, évidemment de bonne souche, mais paresseux et sans scrupules. Mauvaise influence sur les hommes. En dépit de votre bravoure, je suis sûr que vous finirez mal. » Donc voilà, la vie de Barry Lyndon est une succession de péripéties, de renversements qui aboutissent finalement à un duel avec son fils par alliance. Il va perdre l'usage d'une jambe, il va perdre ce duel, et puis finalement il va être banni. Il va être banni et retourné finalement de sa misère initiale. Alors tout au long du film, c'est toute cette recherche d'accéder à un statut de notable. Voilà.
Nous allons passer au deuxième extrait musical, qui est un trio pour piano et cordes numéro 2 en mi bémol majeur de Franz Schubert. C'est tiré de Barry Lyndon. Voilà, on aurait 3 quarts d'heure de musique, plus le but, mais voilà, magnifique musique. Citons un dernier exemple tiré des films de Kubrick concernant cette question. Voilà, est-ce que c'est un discours sur la liberté ou sur la destinée? En quoi l'individu a un bout de responsabilité dans ce qui lui arrive? C'est le film de Dr. Folamour où finalement il y a un désastre inéluctable, la bombe atomique que tout le monde s'évertue de ne pas faire exploser va finalement exploser, et ce malgré les avaries de l'avion qui transporte la bombe. Voilà.